Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de faire un petit cours sur une thématique assez large, hein, et assez chargée je dirais, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel si possible, donc autour de la science-fiction. La science-fiction parce que vous avez pu étudier des extraits de Huxley, Le meilleur des mondes, de Frankenstein également, de Mary Shelley. Donc, il était pour moi important que vous ayez ce cours, une sorte de cours peut-être un peu magistral, mais pour revenir sur quelques éléments, pas simplement littéraires, cinématographiques aussi. Je pense que ça vous parlera d'autant plus et que vous serez peut-être plus susceptible d'avoir vu certains films que lu certains livres. Alors, on va commencer par là. D'abord et avant tout, une sorte de définition. Dans science-fiction, comme son nom l'indique, il y a science et il y a fiction. Donc, j'élargirai un petit peu le prisme sur la fin, mais simplement, dans un premier temps, on va considérer que la science-fiction, ce sont des récits donc fictionnels et qui traite au moins pour partie d'une question scientifique, c'est-à-dire d'une évolution des sciences, de quelque chose qui, au moment où on l'écrit, ce texte, ce roman par exemple, ce seraient des choses qui n'existeraient pas encore, et donc on imagine ce futur-là, et qu'est-ce qui se passerait dans ces conditions-là. Alors, d'après certaines personnes, le terme de science-fiction serait apparu, plutôt en anglais, hein, en 1851. Néanmoins, on peut considérer qu'il y a des œuvres bien antérieures au XIXe siècle qui ont trait à la science-fiction, sans forcément que ça s'appelle de la science-fiction. Un nom que vous pouvez peut-être retenir, parce que c'est dès le XVIIe, il y a des choses encore avant, hein, mais dès le XVIIe, il y a un auteur qui s'appelle Cyrano de Bergerac, donc c'est le vrai personnage, hein, il a vraiment ce nom, il a donné son nom à ce personnage d'Edmond Rostand au 19e, au 19e, au 20e, pardon. Euh, donc, lui déjà traite d'un certain nombre d'éléments de science-fiction, pardon, hein, notamment avec son texte Les États et empires de la Lune. Donc, ça, c'est le 17e. On va avoir d'autres œuvres. Et puis, évidemment, le 19e va être le siècle de beaucoup d'innovations dans la science-fiction. Donc, Mary Shelley, dont on a parlé ensemble déjà, avec Frankenstein en 1818, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, d'autres grands auteurs, dont vous connaissez au moins le nom, Jules Verne, évidemment, et H.G. Wells. Donc, Jules Verne, par exemple, hein, 20 milieux sous les mers. Et puis, pour H.G. Wells, La guerre des mondes, La machine à explorer le temps, etc. Bon, ça c'est des titres pour le 19e. Il faut bien voir ensuite que dans cette science-fiction, on pourrait, et c'est là que je vais commencer à ouvrir un certain nombre de tiroirs, donc si vous êtes un peu perdu, ça n'est pas très grave, il ne s'agit pas du tout de tout noter ou de tout retenir, mais on va avoir une science-fiction qui peut être de l'ordre de l'utopie ou de la dystopie. Donc, rapide définition, hein, l'utopie c'est imaginer un monde meilleur, et la dystopie c'est, d'ailleurs, souvent, enfin, on en trouve beaucoup et aujourd'hui encore plus, au XXe siècle et au XXIe, la dystopie, c'est l'inverse, hein, c'est imaginer un monde futuriste avec des nouvelles problématiques, hein, notamment des problématiques qui pourraient être scientifiques, c'est-à-dire que le monde aurait changé et, par exemple, hein, les humains seraient devenus la proie, je sais pas, de robots ou de machines qu'on ne pourrait plus dominer et maîtriser. Donc ça, ces deux éléments, hein, ces deux termes, utopie, dystopie, c'est quand même bien de les conserver, de les garder à l'esprit. Ce qu'il faut maintenant retenir, euh, c'est que la science-fiction, c'est une façon pour l'auteur, et donc par son prisme pour les lecteurs, d'imaginer un monde nouveau, euh, d'imaginer un futur, d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler le monde, et éventuellement même, très important, de mettre en garde contre, eh bien, par exemple, des déviances. Par exemple, un trop-plein de science qui pourrait peut-être condamner l'homme à terme. Alors, si on réfléchit hein, sur deux extraits que vous avez lus, si on prend Frankenstein ou si on prend Huxley, Le meilleur des mondes, eh bien, effectivement, on s'aperçoit qu'ici, il peut y avoir une critique d'un certain nombre de points scientifiques. Alors, Frankenstein, hein, voilà, la question de qu'est-ce qu'on fait si on recrée la vie, quel est le pouvoir que j'ai et est-ce que ce pouvoir ne peut pas éventuellement m'échapper.
d'une part, et Huxley, dont on a déjà un peu parlé, l'idée évidemment d'un eugénisme, c'est-à-dire de la construction d'une espèce supérieure, d'un cloisonnement entre les catégories sociales qui serait complètement étanche du fait même que ce serait ici génétique et plus simplement social, etc., etc. Et donc comment la machine, la science remplacerait les interactions humaines, les choix humains, et donc finalement ferait disparaître toute possibilité de liberté. Ça, c'est une possibilité. Ici, effectivement, avec Huxley, on est dans une dystopie, hein. On imagine un monde qui, évidemment, il y a un peu d'ironie dans cette idée de meilleur des mondes, hein. C'est-à-dire que c'est un monde qui est assez épouvantable en réalité. Il y en a beaucoup d'autres euh, qui sont, alors, le plus souvent, effectivement, arrangés dans la science-fiction. Il y a d'autres titres que vous pourriez retenir, comme 1984 de George Orwell, par exemple, un roman publié en 1949, et puis, par exemple, un peu dans le même genre, je dirais, le roman de Barjavel, français, là, qui s'appelle Ravage, et qui lui a été publié en 1943. Euh, on va peut-être se concentrer plus particulièrement. Barjavel, d'une part, c'est plutôt un monde un peu apocalyptique, c'est-à-dire un moment où il n'y a plus d'électricité, il faut reconstruire le monde, etc. Je vais très vite là-dessus. Chez Orwell, là, on est davantage évidemment dans la critique sociale, mais qui s'inspire de ce qui se passe au moment où il écrit le texte. C'est-à-dire qu'on entre dans une société hyper sécurisée, hyper sécuritaire, qui observe tout le monde. 1984, vous le savez, vous ne le savez pas, mais c'est de là qu'on tient l'expression Big Brother, qui est cette espèce d'entité qui serait capable, is watching you, hein, donc c'est-à-dire qui serait capable de vous observer tout le temps, et notamment on peut retenir au moins ça pour 1984, le fameux télécran, le télécran qui sert en fait, qui est dans toutes les maisons, et qui sert à diffuser la propagande quotidiennement, mais également, par là même, un peu comme finalement aujourd'hui nos ordinateurs avec une webcam, par là même, il sert à filmer constamment les gens qui sont dans l'appartement, de façon à pouvoir les contrôler. Donc ici, évidemment, on est dans une dystopie, on est dans un monde où, à l'époque où il écrit, évidemment, tout ça n'existe pas, mais un monde complètement désenchanté, où les libertés sont complètement bafouées. Donc, il faut bien comprendre que il y a un propos derrière la science-fiction. La science-fiction, c'est rarement de la fantaisie. Euh, de la fantaisie dans le sens, non pas de la fantasy, mais de la fantaisie, c'est-à-dire que c'est pas juste imaginer le monde de demain, les voitures qui volent, etc. Ça ne serait que ça n'intéresserait pas beaucoup les gens, ce serait marrant 5 minutes, mais bon, passé la première lecture, on retomberait toujours sur le même genre d'idée. Non, la science-fiction, elle a quand même une grande tendance à évoquer les peurs contemporaines. C'est-à-dire, moi, j'écris demain un roman de science-fiction, j'ai tout intérêt à essayer de faire en sorte que ce texte puisse avoir, d'une certaine façon, une incidence sur mon époque. C'est-à-dire que je vais peut-être, en grossissant le trait, dénoncer dans le futur ce qui se passe déjà dans le présent. Je m'explique. Si je reprends l'exemple de Orwell avec 1984, s'il invente cette société extrêmement vigilante, qui surveille constamment, etc., c'est bien parce qu'il a l'impression, au moment où lui écrit, que le monde est en train de devenir cette espèce de machine à contrôler. Et ce qui est très intéressant, c'est que souvent, en fait, on peut le dire assez généralement, quand même, les auteurs de science-fiction sont toujours très en avance sur leur temps, mais par rapport aux époques qu'ils imaginent, en fait, parfois, nous qui lisons 50, 60, 70 ans après, eh bien, on se rend compte que non seulement ils avaient vu juste, mais qu'ils n'étaient peut-être pas allés encore assez loin. Le télécran dont je parlais tout à l'heure chez Orwell, eh c'est ce que je vous disais à l'instant, qui aurait pu imaginer il y a 50 ou 60 ans que en 2020, les gens donneraient leur empreinte digitale volontairement pour pouvoir désactiver leur téléphone. Qui aurait pu imaginer que nous aurions 3, 4 caméras dans les maisons et les appartements parce qu'elles sont branchées sur nos ordinateurs? Qui aurait pu imaginer que nos téléphones nous pisteraient puisqu'il y a un GPS et qu'on peut vous localiser, etc. On pourrait continuer, la carte bancaire, les cartes de TCL, etc. etc. Et j'en oublie certainement, mais ça me reviendra peut-être plus tard. En tout cas, on voit bien qu'ici, il y a véritablement des choses qui sont allées plus loin que ce que ces auteurs-là dénonçaient, encore une fois, pour nous mettre en garde.
Prenons un exemple très bête, encore un qui me vient à l'esprit, le principe de certains réseaux sociaux, alors peut-être pas tous, moi je m'y connais pas très bien, mais enfin, le fait d'exposer publiquement sa vie, ses photos, etc., à des inconnus potentiellement, eh bien, ça pose quand même un vrai problème. On a le droit d'apprécier ça, on a le droit d'avoir envie de partager, bien évidemment, c'est pas le sujet ici, mais d'une certaine façon, hein, ça nous enferme un petit peu et ça nous prive, dans une certaine mesure, de liberté. Donc, il faut bien faire attention à cela, évidemment, hein, lorsqu'on commence à donner tout un tas d'informations qui peuvent servir en réalité, alors qui peuvent évidemment ne jamais servir, mais qui peuvent servir pour toute autre raison que ce qu'on imaginait de prime abord. Donc, la science-fiction, elle met en garde. La science-fiction, elle s'intéresse à ce qui, pour le dire très bêtement, à ce qui pourrait faire peur, à ce qui inquiète. Et si vous le regardez, si vous regardez un certain nombre de films, là justement je vais venir sur des films, eh bien vous vous apercevez que très souvent hein, cette peur, cette inquiétude, elle revient. Alors ces peurs, elles peuvent être multiples. Si je prends par exemple l'exemple du film de Stanley Kubrick, 2001 l'Odyssée de l'espace, donc film des années 60, eh bien finalement, l'élément important dans ce film, c'est l'intelligence artificielle. Et c'est l'intelligence artificielle qui va se mettre à dominer l'humain et donc le menacer. Même en l'occurrence le tuer. Mais c'est cette intelligence artificielle qui a été construite par l'homme qui va se mettre à dépasser l'homme et à en faire finalement son objet, si on veut, d'une certaine façon. Alors bien sûr, en 2020, on pourrait dire tout ça, hein, les robots qui prendraient le pouvoir, on l'a déjà vu un certain nombre de fois, mais enfin, en 1968 ou 69, quand sort 2001 Odyssée de l'espace, c'est pas forcément tout à fait un sujet qui est beaucoup traité, en tout cas pas comme maintenant, bien évidemment. Donc, évidemment, ici, il y a cette crainte. Il y a la crainte de HAL 9000, hein, le super robot qui doit faire fonctionner le vaisseau spatial et qui donc va décider de se débarrasser des humains d'une certaine façon. Donc là, ici, la crainte de l'intelligence artificielle. Si on prend la tétralogie, mais on va s'intéresser peut-être plutôt au premier volet de la série donc Alien, premier étant celui dans les années 70 de Ridley Scott, eh bien, il y a bien cette idée, d'ailleurs, arrêtons-nous une seconde sur le terme, alien, ça veut quand même dire, d'une certaine façon, étranger, donc il y a cette crainte peut-être de l'autre. Il y a cette crainte de l'autre qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire ça on en reparlera un peu plus loin, celui qui vient de l'extérieur, celui qui peut nous mettre en danger, celui qui peut pénétrer la sphère privée ou familiale, ou ici le vaisseau spatial, et donc avoir des conséquences complètement funestes pour l'équipage, par exemple, dans ce qui est de Alien 1. Et puis si on va dans Alien 2, eh bien par exemple, et Alien 2, et je crois aussi que dans le 4, on traite aussi de cette thématique-là, par exemple, la question de la crainte des humains par rapport à certaines de leurs découvertes, comme par exemple dans Frankenstein, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais si je mets par exemple à profit telle découverte dans le but de faire le mal, pour le dire très vite, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsque dans Alien on décide qu'il faudrait quand même arriver à récupérer des aliens pour pouvoir en faire des armes, puisque ce sont des bêtes très puissantes, etc. Bon, si ça devenait des armes militaires, ce serait forcément très intéressant. Ça, on le retrouve par exemple dans ce film Jurassic World, donc le premier volet hein, de cette suite des Jurassic Park, où le premier volet, non, le deuxième volet, pardon, j'ai un doute. Ça n'a pas une grande importance, mais il est question ici, premier volet, il est question ici des vélociraptors et qu'est-ce qu'on pourrait en faire sur un champ de bataille. Évidemment, vu leur puissance, ce seraient des alliés formidables dans des combats sur Terre. Et évidemment, certaines personnes se disent que les vélociraptors qui sont dressés dans le film, eh bien, ils serviraient parfaitement les intérêts de l'armée américaine, par exemple, dans ce cas-là. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est une problématique qui revient, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir-là. Et là encore, bien évidemment, on est dans la science-fiction. Jurassic Park, j'en avais dit un petit mot, on est évidemment dans la science-fiction, puisqu'on considère, hein, alors que bon, aujourd'hui hein, tout le monde s'accorde à dire que c'est pas tout à fait que l'idée de Crichton elle est bonne, hein, mais que c'est pas tout à fait comme ça qu'on pourrait reproduire des dinosaures, que c'est à peu près impossible en réalité, mais peu importe, justement la science-fiction est là pour nous faire imaginer des possibles, et donc ici de nous montrer que avec
le mélange de l'ADN qu'on retrouve des dinosaures grâce aux moustiques, et puis l'ADN de la grenouille, on serait capable de reconstituer donc une vie pourtant disparue depuis 65 millions d'années, des espèces disparues depuis 100 à 100 millions d'années, parfois même plus, évidemment, donc là, science-fiction, mais ça n'est pas simplement, et c'est là que le film de Spielberg, par exemple, le premier, est très très intéressant, c'est que évidemment, il y a une sorte de mise en abîme, c'est-à-dire que faire un film comme Jurassic Park, c'est un film de science-fiction, c'est un film d'action également, c'est un film grand spectacle, un film de divertissement également, c'est finalement un parc d'attractions, comme le titre l'indique, Jurassic Park. Donc le film est lui-même un parc d'attractions, mais le film, il a ça en plus, que justement, il déconstruit le principe. Et il met en avant quoi? Très rapidement, hein, d'ailleurs dès le début du film, en réalité, il y a déjà une première attaque, il met très vite en relief le danger de cela. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, il y a toujours quelque chose qui va nous échapper. On a beau avoir tout mis de notre côté, toutes les chances, toute la sécurité, etc. Et ça, il y a beaucoup de moments dans le film où on en reparle. Eh bien, à un moment donné, pardonnez l'expression, mais ça se casse la gueule et les choses nous échappent. C'est exactement le principe de Jurassic Park. C'est pour ça que le film est encore plus intéressant que simplement parce qu'il est extrêmement bien fait, parce qu'il n'a pas pris une ride, parce que c'est du Spielberg génial, etc. Non, c'est qu'en plus, il y a cette idée-là, hein, cette mise en garde, attention, il n'y a aucune grille, il n'y a aucun système de sécurité qui ne peut véritablement conserver et protéger la trouvaille, par exemple. Et d'ailleurs, dans ces films, après je m'arrête pour parler de Jurassic Park, mais dans ces films, il y a toujours l'idée de concurrence, c'est-à-dire qu'on essaie de voler les petites fioles pour pouvoir reconstruire des dinosaures. Il y a évidemment cette problématique-là, hein, problématique purement financière. Il y a la question des prix pour le parc. Et puis, plus tard, parce que les Jurassic World sont des réécritures en réalité, plus tard on retrouve ça. Hein, lorsqu'on construit un nouveau dinosaure extrêmement méchant pour qu'il fasse encore plus peur, donc dans Jurassic World, eh bien évidemment on se retrouve avec, alors qu'il y avait toute la sécurité possible, avec un dinosaure qui s'échappe et va créer le chaos total. Donc ça c'est un élément important, c'est cette idée que ces films-là, ils ont véritablement un objectif politique, un objectif qui consiste à mettre en garde, à alerter. Autre film du même Spielberg, par exemple, un peu postérieur à Jurassic Park, Minority Report. Dans Minority Report, ici on est davantage sur une question de morale, c'est-à-dire, pour le pitch on va aller très vite, on a développé une capacité qui consiste à pouvoir arrêter des gens avant qu'ils commettent un crime, comme ça sur le papier on se dit très bien. Sauf que la question ici, elle est morale, elle est philosophique, c'est est-ce qu'on peut condamner quelqu'un, parce qu'il les condamne en l'occurrence, hein, c'est donc le groupe pré-crime, enfin, oui, pré-crime en français, et est-ce qu'on peut arrêter et enfermer quelqu'un pour un acte qu'il allait commettre, mais qu'il n'a pas commis? Techniquement, non. Or, c'est ce qui se passe là-dedans. Donc il y a évidemment un problème, d'autant plus si ensuite on s'aperçoit qu'on peut manipuler les choses et que finalement tout ça n'est pas forcément vrai. Mais c'est-à-dire que condamner quelqu'un pour quelque chose qu'il s'apprête à faire mais qu'il n'a pas fait, ça pose forcément problème. Ici, d'ailleurs, parce que c'est quand même important de retenir ça, Minority Report, qui est un film de Spielberg, vient de l'auteur Philippe Cadic, qui est un auteur dont il faut retenir le nom, puisque en termes de science-fiction, ça fait partie des très grands auteurs du XXe siècle. Donc, la science-fiction, et vous avez peut-être plein d'autres exemples qui vous viennent à l'esprit, la science-fiction, elle joue un rôle un peu d'expérimentation. C'est-à-dire qu'au travers d'un roman ou au travers d'un film, eh bien, j'expérimente. C'est Quand je dis expérimenter, c'est vraiment le terme. C'est-à-dire que je fais une expérience, un petit peu comme dans un laboratoire. Je mets une goutte de ça, une goutte de ça, et je vois ce que ça fait. Eh bien, c'est un peu pareil. D'ailleurs, bien avant ça, au 19e, le naturalisme avec Zola, c'était un peu ce qu'il disait Zola dans la littérature. Il disait que le naturalisme devait être un lieu d'expérimentation, c'est-à-dire que finalement, comme un schéma ou comme une machine, hein, il construisait tout ça, et puis c'est un peu métaphorique ce que je dis, mais il voyait, il observait, il voyait comment ça réagissait, cette histoire. Et bien la science-fiction, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'évidemment, encore une fois, et j'insiste, il ne s'agit pas de celui qui va inventer la plus belle voiture volante, ou non. C'est, voilà
ce qu'on sait aujourd'hui. Voilà ce qu'on a aujourd'hui, voilà ce qu'on est probablement capable de faire d'ici après-demain. Donc allons un petit peu plus loin, voilà ce qu'on serait peut-être capable de faire dans 100 ans. Et à partir de là, je mets tous ces éléments ensemble et je vois, quelque part, grâce à mon imaginaire, hein, mais j'imagine ce qui va se passer. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que, encore une fois, ça peut être une mise en garde. Alors bien sûr, on peut tout à fait faire de la science-fiction qui serait utopique, qui serait positive, qui serait... quel terme je pourrais dire enthousiaste à la limite, hein, optimiste, voilà c'est le mot que je cherchais, une science-fiction optimiste, mais comme par hasard, le plus souvent la science-fiction elle est éminemment pessimiste, c'est-à-dire que on construit un monde futuriste et on se rend compte que bah, ça marche toujours pas très bien, si ce n'est ça marche beaucoup moins bien. Euh, Autre exemple de film par exemple, très connu, mais Terminator, bon, avec cette idée qu'il faut retourner dans le passé pour éviter que les Terminators soient dominants, parce que ben, c'est le début du film, hein, si je ne dis pas du premier, si je ne dis pas de bêtises, et bien là, on assiste justement à l'explosion du monde hein, et à la disparition de l'humanité parce que les robots, les Terminators, auraient pris le pouvoir et donc auraient éliminé tous les humains, à part quelques-uns qui continueraient, tant bien que mal, hein, d'essayer de se protéger, de se défendre et de faire la guerre contre ces machines surpuissantes. Oui, c'est encore l'idée que le futur ne rassure pas. Et que le futur ne rassure pas, encore une fois j'insiste, à cause du présent. Parce qu'encore une fois, imaginer un futur qui n'aurait aucun lien, aucun, avec le présent, ça serait sûrement de la science-fiction, mais le lecteur ou le spectateur ne serait pas à même de pouvoir faire le lien entre voilà mon monde et voilà ce qu'il pourrait devenir. S'il n'y a pas de pont possible, à la limite, la science-fiction n'a pas d'intérêt. Elle est hors sol et bon, bah, je regarde un truc où il y a des voitures qui volent et puis c'est tout. Mais encore une fois, pour que c'est de l'intérêt, il faut qu'il y ait ce lien possible. Donc, gardez bien à l'esprit que la science-fiction, même si elle peut être extrêmement divertissante, on adore ça, euh, elle est véritablement morale, on pourrait dire, philosophique en tout cas, c'est-à-dire qu'elle interroge véritablement notre monde, et pas simplement le monde de demain. Donc, un petit mot encore sur, j'en ai parlé tout à l'heure et j'en ai déjà parlé hier, mais sur Huxley, donc ici dans Le meilleur des mondes, hein, il y a bien cette idée ici de construire une espèce nouvelle, des espèces nouvelles au sein de l'humanité, et contrairement à ce que je vous expliquais, donc de supplanter ce qu'aujourd'hui on appellerait le déterminisme social, hein, avec Bourdieu, de supplanter cela, ce qui est une réalité aujourd'hui, hein, et qu'il a, pour ainsi dire, toujours été, eh bien, construire la prédestination. C'est-à-dire que, encore une fois, dans le déterminisme social, je réexplique, on part du principe, vérifié sociologiquement, hein, que j'ai plus de chances d'être ouvrier si je viens d'une famille d'ouvriers. C'est-à-dire que la reproduction sociale, c'est que je reproduis le schéma familial, pour le dire très vite. La prédestination, ce serait autrement, parce que il y a déterminisme social, bien sûr, mais il y a plein d'exemples de gens qui, malgré tout, parviennent à se sortir de ce cadre qui est censé être le leur, à cause de leur héritage familial, à cause de leurs origines. Euh, Alors que dans la prédestination telle qu'elle est expliquée par Huxley, là, il n'y a pas de doute possible, parce que physiquement même, intellectuellement, etc., on prive certains de certaines choses, et on donne à d'autres certaines choses. Ce qu'on appellerait aujourd'hui par exemple le capital culturel, ici c'est pas la question. C'est pas vous avez eu de la chance de naître dans un milieu où il y avait des livres, etc., où on discutait à table. Non, là c'est de toute façon eux, ils n'ont pas besoin de réfléchir, ils n'ont pas besoin de lire, ils n'ont pas besoin d'aimer les fleurs, ils n'ont pas besoin de je sais pas quoi. Tout ça on l'enlève pour que ce soit de simples machines à travailler. Ça c'est important chez Huxley. Voilà. J'en dis pas bien plus là-dessus. Je voudrais peut-être, pour conclure, de manière peut-être un petit peu longue, prendre une thématique que je fais rentrer dans la science-fiction. Alors, bon an, mal an, parce que en soi, on peut considérer que c'en est, je vais tout de suite le dire, c'est-à-dire tout ce qui est des films ou des séries, parce que alors les séries, maintenant c'est considérable là-dessus, et vous en avez forcément vu beaucoup, autour des zombies. Les zombies, ça a quelque chose de la science-fiction. Pour une simple et bonne raison, c'est que des êtres morts se mettraient tout à coup à revivre.
Mais on me rétorquera à juste titre que le problème c'est qu'il n'y a pas la science là-dedans. Il n'a rien fait la science, à moins que le virus ait été construit par un malade, un scientifique complètement fou, un Frankenstein hein, si on veut. Mais sinon effectivement c'est pas vraiment la science, c'est plutôt un film de monstre, presque de l'ordre du conte, puisque pourquoi c'est pas normal. Hein, ils sont morts et ils n'ont aucune raison de revenir à la vie. Mais si on reste quand même une seconde sur cette idée-là, c'est parce que ça a un lien, évidemment, avec la science-fiction dans le projet de dénonciation d'un certain nombre de choses. Que ce soit dans les films de Romero, avec la dénonciation de la consommation, de la surconsommation, euh, que ce soit évidemment parce que c'est peut-être plus visible pour vous, parce que vous les avez sûrement vus, dans des séries comme Walking Dead par exemple, ou Z Nation éventuellement, peut-être un peu inférieur aux premières saisons de Walking Dead, mais bon, là je ne veux pas mentir, c'est-à-dire que alors, je vous le conseille pas, enfin, je suis pas sûr que ça vous intéresse forcément, mais je me fonde sur un certain nombre de choses qui viennent de ce livre-là, qui est tout à fait intéressant, tout à fait riche d'idées. Mais justement, dans ce livre-là, on nous explique, l'auteur nous explique à quoi finalement on a affaire dans les films ou les séries de zombies. Et quand on réfléchit bien, si on prend l'exemple de Walking Dead, ou un tas d'autres séries là-dessus, il y a évidemment cette question dont je parlais tout à l'heure avec Alien, cette question de l'autre, l'autre qui me dérange, l'autre qui me menace, l'autre qui veut entrer sur mon territoire et probablement m'assassiner, la crainte de l'autre. Alors l'autre, hein, il existe depuis que le monde est monde, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours peur de l'étranger, de celui qui ne nous ressemble pas. Alors on essaie de se soigner tous hein, et de faire en sorte d'accepter l'autre plutôt que de le repousser ou de se barricader. Mais historiquement et aujourd'hui, vous le savez, l'autre, parfois, c'est simplement votre voisin. Dans certains pays, c'est quelqu'un qui a une autre couleur de peau. C'est quelqu'un qui a une autre religion que vous, ou qui en a une et que vous n'en avez pas, etc., etc. Et on le voit dans des pays comme les États-Unis, comment certains quartiers riches, par exemple, se referment sur eux avec tout un système de protection, hein, de façon à ce que l'autre ne puisse pas pénétrer ce lieu-là, hein, cette espèce de havre de paix qui serait réservé aux riches blancs qui auraient peur de minorités, hein, qui seraient qui seraient pauvres, j'allais dire moins aisés, mais non, qui seraient pauvres, et qui donc pour eux seraient potentiellement une menace. Donc ici, il y a déjà cette question de l'autre. Mais ce qui est intéressant encore plus dans Walking Dead par exemple, c'est que très rapidement en fait, ces zombies, ils deviennent certes une menace, mais une menace qui est tellement constante que finalement, au bout d'un moment, on sait bien, hein, pour tenir 10 saisons, il faut quand même qu'il y ait d'autres menaces. Parce que avec des zombies, au bout d'un moment, ils sont quand même pas bien méchants. Alors c'est vrai qu'il y a des films ou des séries, World War Z par exemple, ou Z Nation, où on pourrait dire que les zombies sont un peu plus menaçants. Déjà parce qu'ils courent. Je me demande si dans 28 jours plus tard, ils n'ont pas aussi un rythme, un certain rythme. Bon, déjà, s'ils courent, c'est plus compliqué. Alors que bon, très rapidement, il y en a qui trouvent la parade hein, dans Walking Dead, c'est-à-dire que bon, vous pouvez quand même assez facilement les éviter. Et puis, si vous recouvrez un peu de sang d'eux, voilà, de tripes et de machin, ils vous repéreront pas. Donc, bon, bon an, mal an, vous pouvez vous en tirer si vous tombez pas dans un guêpier véritablement. Mais ce qui est intéressant, et pour que le public continue de regarder ça, c'est qu'il faut qu'il y ait des tensions non plus entre humains et zombies, mais évidemment entre humains et humains. Et là, on en arrive évidemment à tout un tas de conflits parce que les profils des humains ne sont pas les mêmes. On est toujours, et c'est pour ça que ça s'approche de la science-fiction, c'est qu'on est dans un monde apocalyptique. Certains l'appellent post-apocalyptique, d'autres tiennent à appeler ça apocalyptique. Je ne rentre pas dans les détails et les raisons, c'est pas intéressant ici. Mais on est dans un monde qui est terminé et qui doit être reconstruit, ou en tout cas qui peut être reconstruit. Et là, effectivement, il va y avoir un tas de questions morales qui vont être soulevées à partir de là. C'est comment est-ce qu'on reconstruit ce monde? Est-ce qu'on le reconstruit? Est-ce qu'on vit en groupe? Est-ce que on s'enferme justement et on vit reclus en faisant en sorte que le petit monde qu'on a reconstruit, dans Walking Dead ils le font très régulièrement, dans le petit monde qu'on a reconstruit on le veut hermétique, étanche, pour que rien, aucune menace ne vienne à l'intérieur et ne vienne finalement briser cet ersatz de paix, hein, c'est-à-dire ce monde presque un peu protégé, ou est-ce qu'au contraire, on veut retrouver d'autres gens, on veut faire société, est-ce que tout simplement on veut
aller voir plus loin ce qui se passe? Est-ce qu'on reste statique? Ou est-ce qu'on est au contraire dans l'idée de partir au plus loin, voir encore s'il reste de la civilisation plus loin? Euh, et ça, c'est une question qui revient très souvent dans ce type de film, et pas que dans les films de zombies d'ailleurs, hein. Tous les films où il y a une idée de fin du monde et où il n'y aurait plus que quelques individus sur Terre, ça pose cette question. Qu'est-ce que je fais pour le monde? Est-ce que, par exemple, face à une invasion zombie, c'est une question souvent qui pourrait revenir, est-ce que j'espère reconstituer en me reproduisant l'espèce humaine, ou est-ce que je me dis, le monde il est foutu, on va quand même pas faire des enfants pour les mettre dans ce monde-là, sans compter que potentiellement des enfants en bas âge dans ce genre de contexte sont presque plus une menace qu'une réjouissance, dans la mesure où ils vont faire du bruit, ils vont interpeller, on va pas pouvoir, il va falloir toujours les garder, etc. Enfin, ça va être des ennuis plus que des plaisirs. Donc là, cette question, elle se pose évidemment dans ce type de film. Et puis, évidemment, se pose la question, donc je disais morale, c'est-à-dire comment je me comporte avec les autres. Dans chacune de ces séries, il y a toujours en fait l'idée, j'emploie ce terme faute de mieux, mais cette idée de barbarie. C'est-à-dire qu'il y a c'est très manichéen. Manichéen, ça veut dire qu'il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Mais il y a évidemment ceux qui vont avoir recours au cannibalisme. Alors, le cannibalisme en soi, plus une question culturelle qu'une question morale. Enfin, c'est devenu une question morale pour un certain nombre de personnes, notamment pour les chrétiens, etc. Mais enfin, quand on y réfléchit bien, s'il y a quelqu'un qui est mort et que je décide de le manger pour pouvoir survivre, c'est plutôt une question de dégoût à la limite, mais enfin, il n'y a pas forcément de question morale là-dedans. En revanche, si je me mets à élever des humains dans le but de les bouffer, peut-être que là, c'est un peu plus gênant. Bon, en même temps, c'est ce qu'on fait avec les animaux, et là, la question morale ne semble pas forcément se poser pour nous tous qui mangeons de la viande. Alors, ceux qui n'en mangent pas, s'il y en a qui m'écoutent, évidemment, vous pouvez vous sortir de ce lot-là. Mais c'est bien finalement de la même chose hein, qu'il s'agit, mais simplement, eh ben, la question de la morale n'est pas tout à fait la même, puisque les animaux, on n'a pas l'impression que c'est la même chose que les humains. Bon, je m'écarte un peu du sujet. Mais voyez bien dans ce genre de films et de séries comment eh bien, les différents groupes sont différents. C'est un peu idiot de dire ça comme ça, mais comment ils ont des politiques différentes face à cette fin du monde. Et notamment, une chose dont je crois vous avoir déjà parlé, face à cette soudaine liberté. C'est-à-dire que puisqu'il n'y a plus de loi, on retourne dans ce monde que Hobbes avait traité dans le Léviathan, c'est-à-dire un monde où s'il n'y a plus de loi, eh bien rien n'empêche mon voisin, s'il est plus fort, de venir me voler ce que je possède sous prétexte qu'il le veut. Or, à partir du moment où il y a des lois, eh bien, ça quand même calme un certain nombre d'entre nous, le plus grand nombre d'ailleurs, c'est qu'on se dit, oui, je pourrais aller casser la figure de quelqu'un pour lui voler ce qu'il a, mais c'est contre la loi et je risque d'avoir des problèmes avec la loi. C'est parfois la seule chose qui nous retient de ne pas le faire. Pour d'autres, c'est tout à fait naturel, on ne veut pas le mal des autres, on est moralement gentil, un peu crétin de dire ça comme ça, mais on est moralement gentil et donc on ne veut pas le mal des autres. Néanmoins, ben, y a des gens pour qui c'est pas évident. Et dans ce type de série, on voit bien qu'il y a ceux qui jamais, ou presque jamais, n'accepteraient de tuer un autre être humain, et ceux qui s'en donnent à cœur joie, parce que justement, qui va le leur reprocher? On va parler, là, j'aime pas non plus l'expression de loi de la jungle, qui est une sorte d'hérésie en termes d'erreur, hein, puisque justement le principe de la jungle c'est qu'il n'y a pas de loi, si ce n'est cette loi du plus fort. Et donc si c'est la loi du plus fort, eh ben, ça n'est plus vraiment une loi, enfin pas une loi au sens où on l'entend, au sens législatif. Mais effectivement, bah, c'est le groupe qui est le plus armé qui va déglinguer le groupe le moins armé. Alors est-ce qu'ils vont faire rentrer ces gens-là dans le groupe pour faire un groupe plus puissant? Est-ce qu'au contraire, ils vont les voir comme des ennemis et donc essayer de les détruire? Est-ce qu'ils vont simplement les voler? Mais c'est ce qu'on retrouve chez plein de groupes méchants, dans Walking Dead par exemple, cette idée de conflit, encore une fois, entre les humains, parce que la loi n'existe plus. Mais, et je vais conclure par ça, vous voyez l'élément important ici, c'est que euh, ça n'est plus les zombies le problème principal, ce sont les humains, et donc c'est une vision extrêmement pessimiste et extrêmement grave, et même extrêmement angoissante d'un avenir, c'est de se dire, si demain il y a une catastrophe, si demain, catastrophe pas tout à fait dans ce monde-là, mais enfin, à laquelle on a pu penser hein, ces dernières semaines, si demain il n'y a plus suffisamment de force de l'ordre et donc plus que les lois ne sont plus respectées, eh bien, qu'est-ce que l'humanité va devenir? Mais inévitablement, alors
chacun voit midi à sa porte, et puis tout le monde n'est pas forcément aussi pessimiste que moi, mais chacun peut imaginer ce qui va se passer, c'est-à-dire entre les gens. Et on le voit déjà, lorsque il y a, comme ça a été le cas, des problèmes dans les magasins, il n'y a plus assez de choses, ben les gens commencent déjà, alors qu'on est en France, à se battre pour un paquet de pâtes ou un rouleau de papier toilette. Ça, c'est quand même la preuve évidente que ce qui est montré dans des séries comme Walking Dead est quand même très vraisemblable. Les gens se battent alors qu'il y a tout dans les magasins. Donc demain, s'il n'y a plus rien, les gens vont s'entretuer pour 15 litres d'essence, pour des balles pour le fusil ou le pistolet, et puis pour des aliments. Donc évidemment, ici, c'est une vision très désenchantée de l'humanité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans ce péril-là, et sans les lois, eh bien, les humains perdraient leur caractéristique première, c'est-à-dire celle de l'humanité, et se comporteraient donc comme des bêtes, avec la protection de leur territoire, et bah, le droit de vie et de mort sur n'importe qui, et la primauté à l'alimentation de soi ou de son groupe, donc plus aucun partage, plus aucun altruisme, évidemment, mais au contraire quelque chose de complètement refermé sur soi, d'égoïste et donc potentiellement d'extrêmement dangereux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien retenir. Encore une fois, voir des films de zombies, par exemple Walking Dead, encore une fois, en ne gardant à l'esprit que l'idée qu'il y a des morts vivants qui se réveillent, qui vont vous attraper, vous bouffer, vous allez mourir et vous allez vous transformer en mort vivant, ça c'est une autre thématique. Hein, ça serait l'idée de plutôt de pas une thématique non plus très jolie, hein, cette idée-là. Ce serait plutôt de perdre ses racines, de la corruption du sang, par l'arrivée de nouvelles cultures qui nous transformeraient en leur culture. Ça, c'est un peu l'idée du zombie. Hein. C'est-à-dire que le zombie, il arrive, il est différent de vous et il vous convertirait de force, si j'ose cette analogie, en vous mordant et ainsi vous deviendriez à votre tour un zombie. Donc ça, c'est une crainte évidemment, une crainte qui serait ici plus culturelle, mais ensuite, ce que ça met en avant, c'est comment les humains se comportent dès l'instant où il n'y a plus, de loi. Et peut-être je conclus par ça. On n'est pas vraiment dans la science-fiction, mais je crois qu'on en a déjà parlé d'ailleurs. American Nightmare, le premier, parce que les autres, je crois que je ne les ai pas vus, même si le premier n'est pas une réussite totale. Souvenez-vous de ce qui s'y passe. Donc, un jour par an, on décide de pouvoir instaurer la purge de façon à ce que les pulsions violentes des habitants soient assouvies et éventuellement, comme ça s'appelle une purge aussi, dégager un petit peu du monde. Qu'est-ce qui se passe là, évidemment? Eh bien, tout le monde, presque, se met à se transformer en brute et la sauvagerie devient monnaie courante pour presque tous, sauf ceux qui se barricadent, mais pour presque tous. Et donc là, ça fait ressortir les pires côtés de l'humain, encore une fois, parce qu'on leur donne l'autorisation. Donc, quelque part, on interrompt les lois temporairement, hein, l'espace d'une nuit, et ben, au lieu de rester devant votre télé ou de boire un verre en mangeant avec votre famille et d'aller vous coucher en lisant un bon livre, eh bien, certains, beaucoup hein, dans ce film, décident de sortir avec des machettes, des machins et s'entretuer. Qu'est-ce que ça démontre ici? Et l'idée est extrêmement bonne. Hein. Qu'est-ce que ça démontre ici? Eh bien qu'en fait, la plupart des gens seraient retenus par les lois et non pas par leur morale personnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas faire le mal qu'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit. Si on leur donne le droit, ils le font. Et donc, ça pose problème. Mais ça, il y aurait beaucoup de films, les Hostels par exemple, traitent aussi de cette thématique-là, hein, c'est-à-dire que lorsque j'ai le droit de faire les pires abominations, eh bien, je les fais. Bon. Nous, on va essayer d'aller un petit peu en dehors de ça, c'est-à-dire que peut-être que nous-mêmes, nous ne désirons pas le malheur d'un autre ou faire du mal à un autre, et qu'on me donne le droit ou non, je ne le ferai pas, point. Parce que je suis bon. Parce que je suis quelqu'un qui est capable de se regarder dans la glace et qui n'est pas un monstre. Voilà. Donc, je conclus ici. J'ai donné quand même pas mal de titres, pas mal d'infos, donc vous avez peut-être pas mal gratté. J'ai fait un survol néanmoins, hein, vous pouvez tout à fait faire des recherches supplémentaires, mais c'était pour vous donner un petit angle, hein, j'ai pris quand même la science-fiction sous un angle particulier, évidemment il y a plein de choses que j'aurais pu dire, plein de choses que je ne sais pas d'ailleurs, et que vous pouvez peut-être savoir vous de votre côté, donc n'hésitez pas à m'en faire part si vous le souhaitez. En tout cas, je vous laisse là, et puis nous verrons quand est-ce que nous nous retrouvons. À bientôt.